Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'épisode et que vous souhaitez la soutenir, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'émission par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Je vous en remercie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Mathieu. Alors, je reçois aujourd'hui donc Jean-Daniel Guyot, cofondateur et membre du directoire de Memobank. Est-ce que tu veux... Alors, avant que tu te présentes, voilà, je vais juste faire une petite introduction. Donc, avant que tu te présentes, on va faire un petit jeu pendant cet épisode. C'est-à-dire que Jean-Daniel et moi n'avons pas le droit de prononcer en français et en anglais, évidemment, les mots train et les mots banque. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que Jean-Daniel va devoir se présenter après. Et donc, à chaque fois qu'on va prononcer l'un de ces mots, parce que ça va forcément arriver, sauf si nous sommes très bons, je ferai le décompte au montage et on versera 10 € par mot prononcé à l'association du choix de Jean-Daniel qu'on déterminera après l'épisode. Jean-Daniel, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs en prenant en compte évidemment les contraintes du jour? Bien sûr. Donc Jean-Daniel Guyot, je suis ingénieur de formation, ingénieur en logiciel ou en système d'information. J'ai très vite, enfin même avant la fin de mes études, eu l'envie d'entreprendre. Donc très vite dans ma carrière, j'ai créé une première entreprise. Et puis de fil en aiguille, j'en ai créé d'autres. Je me suis lancé dans quelques projets. Celui qui a eu le plus de succès, pour le moment, c'est un service de vente de billets ferroviaires que vous connaissez sûrement et qu'on a revendu en 2016. Et puis on a fait entrer la maison mère en bourse en 2018 à la bourse de Londres. Et après, je me suis relancé dans un autre projet parce que c'est ce que j'aime faire et puis peut-être que c'est la seule chose que je sais faire, qui était de créer un établissement de crédit. Le premier établissement de crédit, mais je vais le dire quand même le mot banque une fois, parce que c'est plus clair. On va faire le premier établissement de crédit européen à destination des PME. Et PME pour nous, on y reviendra peut-être, mais des entreprises assez matures, qui font en gros à partir d'1 million d'euros de chiffre. Et on considère que c'est celles-ci qui ont été les plus mal desservies dans le marché, dans le marché financier sur les 20-30 dernières années. Et donc on veut résoudre ce problème. Très clair. Tu es très bon, hein, quand même. On peut dire que sur la partie train, tu l'as jamais dit encore, hein. Donc voilà, comme ça, moi aussi, quoi qu'il arrive, je mettrai 10 € au pot, quoi. Hem, ouais, et ben, écoute, je pense que comme introduction, c'était pas mal du tout. Aujourd'hui, je voulais surtout qu'on discute avec toi de 3 choses. Enfin, parmi d'autres, hein, je pense que l'interview va être assez libre. Je voulais qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à comment tu étais quand tu étais jeune et quels sont les conseils qu'on peut donner, Je voulais qu'on parle aussi un peu d'expansion à l'Europe parce que c'est un sujet, je pense, qui va intéresser les entrepreneurs, de start-up françaises. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu de méthodologie et de comment réussir un petit peu ces levées de fonds. Voilà, 3 sujets, assez vastes. Donc on va essayer de tenir quand même l'horloge. Hem, je reviens un petit peu en arrière, enfin revenir en arrière. Comment aujourd'hui, avec le recul, tu évalues ton parcours justement et quels conseils tu donnerais à ton toi, au Jean-Daniel, de 20 ans justement? Est-ce que tu referais les mêmes choix pour aller encore plus vite? Ah, je ferais évidemment des choix soit différents, soit j'opterais pour beaucoup de raccourcis que j'ai découverts. Mais
Mais j'ai souvent tendance à dire parfois il y a pas de raccourci pour apprendre certaines choses. Il faut faire des erreurs, il faut buter sur certains trucs. Il faut aussi avoir énormément de chance. Je considère que j'ai été très, très chanceux dans ma vie, personnelle et professionnelle. Hem et et du coup, oui, il y a plein de choses que je referais différemment, mais malgré tout, ça m'a permis aussi d'apprendre énormément de choses. Le fait, par exemple, de faire beaucoup de métiers différents, heu, de faire des métiers, qui, sont, des métiers, soit physiques, par exemple, l'été, de faire des métiers, qui sont, très divers, que ça soit, de travailler alors moi mes parents étaient, dans la région, des pruneaux d'Agen, donc tout le monde est un peu dans les fruitiers, quand, quand on veut avoir un boulot d'été. Mais, le fait de pousser, des pruneaux, pendant, des heures et des heures sous la chaleur, et ne faire que ça de toute une journée, ou faire du Tra-8, à laver, des usines de haricots verts. Tout ça, ça m'a appris plein de trucs. Heu ça m'a appris énormément de choses, donc je pense que ce que je pense être hyper intéressant si je me donnais un conseil et je l'ai pas fait, comment dire? Je l'ai fait parce que je devais le faire, parce que je devais gagner de l'argent tout simplement, parce que sinon, je je voulais vivre, normalement, donc j'ai fait beaucoup de métiers différents. Mais si je devais me donner un conseil, c'est justement d'avoir cette variété de métiers, de découvrir plein de choses, de découvrir des métiers qui sont pas forcément des métiers, tertiaires, de comprendre comment, réagissent, chez les personnes. Donc donc ça m'a appris énormément. Et si c'était à refaire, je le referais consciemment en tout cas. Je l'ai fait inconsciemment, mais je le referais consciemment. Hem, Ensuite, j'ai toujours eu envie d'entreprendre, autant que je me souvienne. Donc je me rappelle que pendant l'école, je me faisais des plans. Alors évidemment, on est toujours dans les, on essaie toujours de régler les problèmes qu'on a autour de soi. C'est difficile d'inventer, des projets qui sortent de nulle part. Donc moi, par exemple, j'avais, je sais pas, 18 ans et que je m'étais construit mes premiers ordinateurs, évidemment, la première chose que je pensais faire, c'était faire une boutique pour vendre des ordinateurs parce que c'était ce que je savais faire. Alors à l'époque, on construisait ces ordinateurs. Ça n'existe quasiment plus, mais c'était la norme à l'époque. Heu, où je crée des petits projets. J'ai toujours eu cette, sorte de frustration, on peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et donc, au début, c'était juste des choses sur du papier et puis de fil en aiguille, petit à petit, aussi avec la junior entreprise, à l'INSA, j'ai monté des projets, j'ai commencé à m'organiser, j'ai commencé à faire des choses et puis, ça a été une continuité, ça a été c'est quelque chose d'assez naturel pour moi de créer des projets. Heu et ensuite, il y a plein de choses que j'ai apprises, mais c'est difficile finalement de les apprendre sans faire les erreurs. Par exemple, quand on a créé, heu, notre 1re vraie grosse entreprise pour vendre la billetterie ferroviaire, on était 3 ingénieurs. On s'est lancé là-dedans en se disant: «Bon, tout ce qui est intéressant, c'est le produit et la tech. Le marketing, les ventes, tout ça, on s'en fiche un peu, c'est pour les gens qui savent pas faire des bons produits ça. Si on fait du marketing, c'est qu'on a quelque chose à cacher, quoi». Et donc on est parti en se disant: «Bon, bah, voilà, on va faire un produit, puis il va marcher de soi-même, parce que, qu'il sera bon, tout simplement». Évidemment, c'est une grossière erreur. Heu, tous les ingénieurs qui sortent d'école pensent un peu ça. Mais c'est assez stupide, à posteriori, mais il fallait qu'on fasse cette erreur-là aussi pour se rendre compte que, bah, non, en fait, le marketing, c'est pas ça sert à quelque chose, les ventes, ça sert à quelque chose, c'est pas parce qu'on a le meilleur produit qu'on gagne. Hem, Sur les RH aussi, on a fait beaucoup d'erreurs, ou en tout cas, on a testé beaucoup de choses. Je sais pas si c'était vraiment des erreurs, mais on a testé beaucoup de choses. Donc par exemple, quand on a démarré l'entreprise, on s'est dit: «On va tous se payer franchement les structures de salaire, les choses comme ça, là, c'est nul, on va tous se payer la même chose». Donc il y a un moment, chez Captain, on avait, tous le même salaire.
Voilà, on s'est dit: «On va conserver ça pendant longtemps». Puis évidemment, on s'est confronté très vite à des problèmes par rapport à cette décision, et donc on a fait l'erreur et puis, petit à petit, je me suis pris au jeu des RH et j'ai compris aussi que les RH, c'était vraiment utile, que c'est hyper intéressant et que si on faisait ça bien, il y avait une énorme valeur ajoutée à apporter, à l'entreprise. OK. Alors Voilà. du coup, je t'interromps juste à l'époque de Capitaine Chouchou là. Hem, c'était quoi l'erreur justement d'avoir un mode de fonctionnement, ultra, socialiste avec des salaires, équivalents pour tout le monde? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ça? C'est intéressant comme point ça. Ça fonctionne pas parce que, fonctionne à un moment parce qu'on est 5 et parce qu'on a à peu près tous le même niveau et puis il y a aussi les mêmes besoins, mais un salaire, ça correspond une rémunération plutôt qu'un salaire. Pas la rémunération, c'est pas forcément que le salaire. Une rémunération, ça doit correspondre à, une valeur ajoutée, et aussi, mais bon, généralement ça va ensemble, mais et aussi à un besoin de l'employé. Si, j'ai, 40 ans, 3 enfants, j'ai évidemment pas les mêmes besoins que, quelqu'un qui sort de l'école ou voilà et ça c'est donc ces 2 il y a ces 2 choses à admettre et à mettre en place et du coup, on s'est pas mal, passionné pour cette question, surtout moi, donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a taraudé. Donc j'ai regardé beaucoup de choses qui s'étaient fait à l'époque. Donc il y avait une époque, c'était, les entreprises, alors les entreprises US, je trouve la Silicon Valley, je le dis souvent, mais on dit souvent que la Silicon Valley, ils sont plus en avance que nous. En réalité, ils sont pas beaucoup plus en avance sur le plan technologique. Ils sont un peu en avance sur le plan business, c'est-à-dire que les entreprises adaptent plus vite des choses qu'en Europe ou les nouveautés qu'en Europe, mais ils sont surtout en avance sur la partie RH. Et du coup, on s'est beaucoup inspiré de ces évolutions-là parce qu'eux, ils ont été confrontés. Aujourd'hui, on a une pénurie de talent, mais eux, ils ont été confrontés beaucoup plus tôt que nous à ça. Ils ont été confrontés aussi à un grand pays, donc des politiques de télétravail, par exemple, c'était quelque chose, enfin, c'est un problème qu'ils ont rencontré il y a longtemps. Et donc il y a eu des politiques RH qui se sont mis en place, et une théorisation des choses et plein d'essais, plein de tests qui se sont mis en place. Donc que ça soit par exemple chez les Atos où, nous on avait pris l'exemple de Buffer où eux, ils avaient fait une grille salariale et ils la rendaient publique. Donc on pouvait voir, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on pouvait voir le salaire de tous les employés de Buffer, en ligne, du fondateur jusqu'à n'importe qui est entré. Alors la loi française ne nous permet pas de faire ça, mais on s'est beaucoup inspiré de ça pour justement créer des grilles salariales, créer un système auquel tout le monde puisse adhérer et tout le monde puisse se dire: «OK, ça me semble, honnête et ça me semble juste». Voilà. L'important, c'est qu'une rémunération, elle soit ressentie comme juste par, la plupart des employés. Alors, on peut pas faire l'unanimité, les systèmes RH parfaits, ça n'existe pas, mais on peut s'approcher de quelque chose beaucoup mieux que les systèmes qu'on a connus, avant où c'était très obscur et tout. Par exemple, dans nous alors typiquement en tant qu'ingénieur, quand on sortait de l'école et qu'on allait, dans des grandes boîtes. J'ai plein d'amis, peut-être que toi aussi tu as vécu ça, où on rentrait dans une grille salariale où, par exemple, le salaire était, lié au diplôme qu'on avait eu. Ouais, ouais. Ça a aucun sens. C'est à la Ah fin, bah, ça semble complètement injuste. Si on apporte de la valeur, c'est pas du tout lié, parfois pas du tout lié au diplôme. Ça peut l'être, mais ça a aucun rapport, quoi. je crois que je me de mémoire, j'ai abordé ce point avec, Franck Nil dans l'épisode 1 du podcast justement où il me disait quand dans le système lui, il avait travaillé en Angleterre, dans le système anglo-saxon, tout le monde rentre à un salaire à peu près équivalent en fonction de son expérience et cetera, mais à peu près, voilà, et après ils font monter les gens assez rapidement en fonction de leur capacité démontrée, dans leur poste et dans l'entreprise, quoi. C'est un petit peu Oui. le même, Oui, il y a des pays où c'est beaucoup plus lié à ça effectivement, ouais. on peut citer aussi le Japon, on peut citer les US où, c'est beaucoup plus lié à la performance, à la valeur ajoutée de la personne dans l'entreprise Que qu'au nom son qui est sur ouais, le nom de l'école, quoi. ouais, tout à fait Ouais. et vas-y, excuse-moi? Ouais, ouais, non et du coup, j'ai même créé une boîte sur ce alors je suis cofondateur mais pas, je suis pas du tout opérationnel, qui s'appelle ClearEdge sur cette question-là, parce que ça me passionne tellement que je pensais qu'il fallait vraiment en faire quelque chose donc et le but de ClearEdge, c'est ça, c'est comment mettre en place un système de rémunération
qui puisse évoluer, qui colle, justement à la réalité du marché, et qui satisfasse tous les employés, et puis qui aussi facilite le travail des RH. C c'est, quelque chose, qui m'a toujours tenu à cœur. OK. En termes de productivité aujourd'hui, est-ce que tu as des choses particulières que tu as mis en place? Tu as l'air d'être quelqu'un, bah, déjà une formation ingénieur, crée depuis longtemps, enfin, tu as l'air d'aller à fond dans plein dans les sujets. Est-ce que toi, tu t'es appliqué des méthodologies de productivité particulières ou J'en ai essayé beaucoup. Je pense que ouais, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais après ça a beaucoup évolué en fonction de mon métier. Parce que en fait, je suis progressivement passé d'ingénieur logiciel à directeur, chef d'entreprise, manager, ce qui change, beaucoup les choses. Donc je dirais que quand j'ai commencé, ma 1re grosse entreprise et que j'étais un des principaux, développeurs, forcément je travaillais beaucoup sur ma productivité personnelle. Comment je peux être le plus efficace? Comment on peut avoir des organisations de produits qui sont le plus efficaces possible? Comment je répartis mon temps? Quels outils je vais utiliser? Donc l'expert aujourd'hui de la productivité, un des experts français, c'est Jonathan Lefebvre qui travaille avec moi. Vous pouvez aller regarder son blog, c'est hyper intéressant. Moi, j'utilise toujours pour la productivité, personnelle. Mais aujourd'hui, moi, mon métier, c'est plus la productivité de l'entreprise. Comment, le projet va, aller le plus vite possible, sans parler de ma personne à moi. OK. Et sur ce sujet-là, justement, sur la productivité de l'entreprise, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu? Alors c'est là que mon métier a énormément évolué, d'abord parce que, d'une part, il a fallu que je réfléchisse à des systèmes d'organisation, ce qui est assez complexe au final et beaucoup de c'est des choses qui évoluent énormément surtout dans le logiciel. Comment on va produire le logiciel avec le moins de défauts possible, en étant le plus efficace possible et aussi en étant le plus heureux possible. Parce que c'est aussi ça, il y a une question de on est quand même dans des métiers intellectuels, il faut que ça soit il y a une question d'équilibre aussi mental. Comment on fait pour que, bah, on coche toutes les cases et que tous les feux soient verts, qu'on soit vraiment heureux de, résoudre les problèmes de nos clients en ayant un système efficace. Et puis petit à petit, il y a aussi la question du management. C'est-à-dire que comment je fais en sorte pour déléguer le mieux possible pour que justement, ça fasse effet boule de neige. C'est-à-dire que si je délègue, à la fin, la productivité de l'entreprise, elle réside souvent surtout dans les personnes qui sont, ce qu'on appelle en bout de chaîne, même si j'aime pas du tout ce terme, mais en gros, au bout de l'organigramme, les personnes qui font les c'est pas les managers qui vont faire, la productivité de l'entreprise. Par contre, ils peuvent l'handicaper énormément. Donc le but du jeu, c'est comment on fait pour que, la personne qui va être face à son écran, face à un problème, va être capable de décider elle-même, de manière à ce que le cycle de décision soit le plus rapide possible. Donc c'est toute une question de comment je fais pour qu'à l'échelle de l'entreprise, les cycles de décision soient les plus rapides possibles, que tout s'enchaîne bien, que les personnes puissent décider d'elles-mêmes, de manière à ce qu'il y ait des boucles, extrêmement courtes en fait et que, on ne soulève enfin on ne soit en train de résoudre, les gros problèmes à l'échelle de la boîte, quoi. Et que tous les petits problèmes du quotidien puissent être, hem, résolus à l'échelle de l'individu. Donc ça, c'est pas un travail d'ailleurs que j'ai fini du tout, enfin, c'est peut-être même un travail que je finirai jamais. Mais, c'est ça qui a changé fondamentalement dans mon métier, entre comment moi, justement, j'ai des boucles de décision les plus courtes possibles et je peux être le plus efficace possible grâce à mes outils, grâce à tout, à même comment je me mets, mentalement dans la meilleure position pour pouvoir travailler, à comment je fais pour qu'à l'échelle d'une entreprise, l'organisation soit la plus efficace possible et que tous les individus puissent être productifs. C'est un processus assez itératif en plus, j'imagine que et puis il faut que tu à mon avis, te battre au quotidien pour que ça reste toujours en place. Enfin, l'empowerment of people et cetera, c'est pas faut pas que ce soit des paroles en l'air, Oui. déjà et je pense que ça demande c'est une bataille du quotidien parce que, peut-être les gens ont tendance à vite retomber dans les travers de la management dépendance ou les choses comme ça, non? Alors je sais pas si,
qu'ils ont vite tendance à retomber dans les travers. Par contre, c'est vrai que nous, on est dans des entreprises qui grandissent et du coup, le fait de grandir oblige à réinventer et à repenser les systèmes constamment. On travaille pas à 2 comme on travaille à 10, comme on travaille à 30, comme on travaille à 100, comme on travaille à 5 000 et il y a toujours un peu de friction supplémentaire forcément, plus on grandit. Mais voilà, le travail, c'est d'arriver à minimiser la friction, pour qu'en fait, à la fin, on arrive quand même à c'est pas, on peut vraiment se retrouver littéralement dans des systèmes où plus on ajoute des gens, moins on est productif et moins la boîte va délivrer. On en connaît plein des boîtes comme ça. Et Heu, ton expérience sur Capitaine Chouchou t'a aidé sur le projet actuel de Memobé? Énormément, énormément parce que j'ai Ouais. fait énormément d'erreurs, heu, j'ai testé aussi énormément de choses, et j'ai vécu cette croissance de 3 à 90 ce qui à chaque étape nécessite, en gros tous les 6 mois, 1 an, de repenser l'organisation de tout ça, quoi. Et justement, ça, quand tu une des facettes du succès de ta première entreprise, Captain Chouchou, a été de conquérir, pas seulement le marché français, mais aussi le marché européen. Et ça, c'est assez rare, si je me trompe, je peux me tromper, hein, tu me corriges si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est assez rare et on l'entend souvent que justement les startups, même qui deviennent PME, ont du mal à franchir les frontières. Je pense que toi, est-ce que déjà, vous avez cette ambition-là avec Memobé? Et quels sont justement, toi, ce que tu as appris de ta première expérience? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller et ce que vous allez mettre en place pour justement réussir cette expansion européenne? Oui, alors c'est pas quelque chose qu'on avait vraiment réfléchi, avec Captain Chouchou. On était plus dans l'idée déjà de faire enfin c'est faut vraiment se mettre dans la mentalité de l'époque pour nous, c'était vraiment de dire: «On va faire quelque chose de mieux qu'à l'époque Voyages SNCF». Voilà, c'est tout. On n'avait pas d'autre ambition que ça, en gros on disait: «C'est pas bien, on va faire quelque chose de bien, selon nos standards». Et puis on s'est pas dit, il va falloir qu'on enfin, il y avait plein de paramètres qu'on n'avait pas en tête. On a vraiment, foncé, bien en tête, mais on n'avait pas tellement réfléchi au marché, la façon dont il fallait faire du marketing, plein de choses. Donc en fait, on était vraiment juste dire: «Allez, on fait un bon produit» et petit à petit, on s'est rendu compte que la problématique, déjà du marché, c'était de faire du volume parce que faible marge égale gros volume. Donc il fallait, aller vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets et on s'est rendu compte aussi que le problème qu'on avait, en France se retrouvait un peu partout en Europe. En gros, partout où il y a un réseau de ferroviaire, heu, on avait cette problématique-là. Donc assez, pareil, un peu bêtement, on s'est dit: «On va aller faire ça en Allemagne». Puisqu'ils ont aussi un gros réseau ferroviaire, donc ils ont aussi un opérateur historique qui est pas forcément terrible. Donc allons en Allemagne et puis on verra bien ce qui se passe. Donc on a recruté, quelqu'un en Allemagne. On a fait notre première évidemment, presque, on n'a pas forcément recruté la bonne personne, mais petit à petit, on a commencé à vendre des billets et ça a commencé à fonctionner et puis on s'est dit: «Bon, bah, on va aller le faire en Espagne, on va aller le faire un peu partout» et à la fin, on s'est dit: «Bah, ce serait génial, en fait, nous, en tant qu'Européens convaincus», on se disait: «Ça serait génial si on avait juste un système que chaque Européen pourrait, utiliser, par réflexe». Parce que le train pardon, je l'ai dit, le, le 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 ferroviaire, c'est un système de réflexe. C'est une problématique de réflexe parce que en fait, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, un chouchou. Je sais ce que c'est un billet, donc j'ai pas besoin qu'on me l'explique, quoi. J'ai juste envie de l'avoir le plus vite possible. Et juste, je t'interromps, comment ça s'est passé? Enfin, pour avoir travaillé avec des Allemands, d'autres pays européens, sans, évidemment, coller d'étiquette, culturelle à qui que ce soit. J'imagine très bien le petit Français arrivant en Allemagne et leur expliquer comment on va faire mieux que ce que vous avez fait pendant des années. Ça a dû être quand même assez cocasse. J'aurais bien aimé être une petite souris à ce moment-là. Comment ça s'est passé exactement? Alors on leur disait on leur disait pas ça évidemment.
Et justement, ça, c'est ça qui était assez cool, dans notre, compréhension du modèle européen et notre rencontre avec d'autres, effectivement, d'autres cultures, c'est que ça permet d'enlever pas mal d'étiquettes finalement, hein, et que, les a priori qu'on a sur les gens, évidemment allemands rigoureux, enfin, pas quoi, il y en a plein et en fait sont relativement faux et encore plus faux dans le monde, de l'entreprise. Et globalement, on est quand même assez il y a quand même, beaucoup de choses qui sont, enfin, on n'est pas perdu quoi, dans un autre pays, que ce soit, en Allemagne, en Suisse ou partout quoi. Bah, il se trouve, bah, typiquement dans le cas de l'Allemagne, on a discuté avec, Deutsche Bahn assez rapidement et il y avait Deutsche Bahn France et on a discuté avec eux, on a commencé à faire du business et cetera et puis, petit à petit, ça a tellement plu au président de Deutsche Bahn France que, il a postulé chez nous ouais, et il Ah est ouais? devenu mon directeur général. Super. Donc ça il y a pas vraiment de enfin, j'ai pas rencontré beaucoup de clichés, en fait, dans mon aventure là-dedans. Ensuite, si on doit tirer des leçons de ça, donc nous, je Ouais. te dis, j'ai j'ai pas beaucoup de, heu, la première expérience n'a pas été vraiment très réfléchie. Alors en tout cas, elle avait pas beaucoup de recul. On a fait les choses un peu naturellement, on a fait les choses sans se poser trop de questions en disant: «Bah, c'est évident qu'il faut faire ça, donc on le faisait». Voilà, aussi bête que ça. OK. Maintenant, effectivement, sur la deuxième expérience, j'ai beaucoup plus de recul sur les choses et donc mon premier réflexe, si je devais refaire la première expérience, ça serait d'aller beaucoup plus vite dans un premier pays, de mettre toute la boîte en anglais, typiquement. Donc ça nous a demandé énormément d'efforts, de tout refaire toute notre documentation. On avait des Allemands qui arrivaient, ils disaient: «Mais je comprends rien». Tout Bah est en ouais. français, Ouais. alors le code était en anglais, mais et les commentaires en anglais heureusement, mais en fait, on avait fait un peu l'effort, mais petit à petit, comme on n'était que dans un environnement français, et bah, il y avait quand même énormément de choses en français. Tout le monde se parlait en français sur le chat, voilà. Donc en fait, un Allemand qui débarque là-dedans, qui parle pas français pour le coup, bah, il était complètement, Ah enfin, ça ouais. demandait un énorme effort et puis aussi, Ah c'est tourner évidemment nous on résolvait nos problèmes en tant que voyageur. Donc c'était hyper simple. Je le connais par cœur, le système, ferroviaire français. Donc simple pour moi de faire un produit. Et donc c'est simple pour tous les développeurs, tous les product managers. Mais quand il s'agit, pour, la personne qui s'occupait de l'Allemagne de dire: «Ah, j'ai ce problème-là, en fait» et que personne ne comprenait quel était le problème et que en fait personne n'écoutait, bah, c'était, forcément il y avait un alors on s'est soigné quand même, mais ça a été un gros problème au démarrage. Donc c'est pour ça que là, mais je suis pas seul à le dire, hein, je pense que n'importe qui a fait cette expérience va dire ça. Un des 1ers réflexes, c'est d'aller le plus vite possible, au moins dans un premier pays, à la fois pour avoir cette notion d'international, pour avoir des gens qui ne parlent pas français, et pour que toute la doc soit en anglais, pour que le troisième pays, le quatrième pays, en fait, ça soit des choses beaucoup plus naturelles et faciles, quoi. Petite pause dans ce super épisode pour vous rappeler de le partager à 3 personnes de votre entourage par WhatsApp et surtout, si vous aimez l'émission, de vous abonner. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. j'ai interviewé Cyril, Pierre de GR, je sais pas si tu le connais d'ailleurs? Non. Non, tu connais pas. Il pareil, un ingénieur qui a fondé des boîtes. Là, actuellement, il est le fondateur de Rocket Scoop et on a eu donc un échange sur un des épisodes et il me disait que lui avait eu un parcours aussi, assez, successful avec ses entreprises et aujourd'hui, ce qu'il aimait en France, c'est justement, l'écosystème de business angel et l'envie qu'ont les entrepreneurs à succès de repartager ce qu'ils ont eu eux-mêmes, et ce qu'ils sont bah, comment tu nous as dit que tu étais toi-même, business angel. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est? Nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi tu t'es aussi positionné dans ce rôle-là? Alors je me suis positionné assez naturellement parce qu'effectivement, on a toujours dit que les modèles US fonctionnaient parce qu'il y avait des réseaux de business angels qui étaient extrêmement performants et massifs surtout. Si on compare encore les réseaux de business angels américains et européens, je crois que c'est de l'ordre de 10 fois plus gros. Donc il y avait il y a une vraie grosse différence, et il y a une culture de, quand j'ai un peu d'argent de côté, c'est pas forcément beaucoup d'argent, hein, mais j'ai un peu d'argent de côté, je vais aller le mettre dans un projet auquel je crois.
Et je suis prêt à prendre un peu plus de risques du coup que juste de le placer dans la banque. Et j'ai dit ce mot. Hem, tu c'est un bon jeu, j'aime bien. Hem, donc il y a ça effectivement et on a toujours dit que les écosystèmes qui fonctionnaient bien et donc le système US fonctionne bien parce que ces business angels existent et qui sont là au début de chaîne. Là où c'est le plus à risque, là où les projets sont les moins fiables, les entrepreneurs aussi les moins aguerris. Mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas avoir des bonnes idées et faire des beaux projets. Donc je pense qu'il y a un réflexe de tout l'écosystème d'avoir intégré complètement cette leçon et de se dire: «Il faut que, quand moi j'ai, tiré les fruits, d'une vente ou que mis un peu d'argent de côté, il faut que je réinvestisse dans l'écosystème parce que c'est ça qui va contribuer, à la création de valeur, à la création de richesse, à la création d'emplois». Et donc c'est important. Ça, je pense que tout le monde l'a intégré et je connais même pas en fait d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui réussissent un projet, d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de façons de le réussir d'ailleurs, qui mettent un peu d'argent de côté. J'en connais pas qui ne réinvestissent pas derrière. C'est le premier réflexe. Et après, on a aussi un système génial en France qui permet de réinvestir, qui incite fiscalement à réinvestir, heu, alors je me rappelle plus exactement du terme, mais en gros, on a la capacité, donc moi j'ai revendu mes parts, que j'avais dans ma boîte et j'ai eu la possibilité de mettre une partie de cet argent dans une holding et si je réinvestissais la moitié de l'argent que je passais dans la holding dans les 2 ou 3 ans, je pouvais avoir ce qu'on appelle un report d'imposition, donc je n'étais pas imposé, sur mon revenu. Donc c'était, c'est un mécanisme qui est assez intéressant et qui permet donc d'isoler de l'argent que en gros la personne, moi, ne récupère pas cet argent à titre personnel, mais le mettre dans une structure dans le but d'investir. Et ça c'est vraiment très efficace et tous ceux qui sortent un peu d'argent d'un projet le font parce que, en fait, c'est évident enfin, c'est le meilleur moyen de le faire, tout Et simplement. C'est comme ça généralement qu'on devient business angel. pour rester sur le, pour rester sur le sujet, justement, tu disais donc tu investissais de l'argent dans des entreprises. Quels sont tes critères de sélection justement? Pour, voir, si ton investissement va être, pas forcément rentable, mais en tout cas vaut le coup. Est-ce que tu as des critères, particuliers et est-ce que, justement la sustainability, l'écologie font partie de tes critères aujourd'hui, prioritaires? Alors le premier critère, c'est quand on investit, pour moi en tout cas, mais c'est vraiment des recettes que tout le monde a, je pense, hein, c'est l'équipe. Donc souvent, j'investis dans des équipes soit auxquelles j'ai déjà confiance, dans lesquelles j'ai déjà confiance parce que je connais bien les personnes. Il y en a un certain nombre, qui sont sortis de ma première boîte, dans lesquelles j'investis. Et il y a aussi la partie projet, il faut évidemment que j'y crois. Donc généralement ces deux facteurs qui comptent. L'équipe étant évidemment le numéro un sur la liste, quoi. Parce qu'un projet, ça peut évoluer. Des fichiers Excel, ça change aussi. Des business plans, ça veut jamais rien dire. Donc c'est souvent quand même, l'équipe qui est le plus important et c'est l'équipe qui va se débrouiller pour, si elle est pas sur la bonne piste, changer de piste et puis c'est pas très grave. Et après sur la partie, sustainability, ça je le fais plutôt, dans mes investissements non, start-up, on va dire, où je fais attention à ce que quand je place de l'argent, il y a un bilan carbone. J'investis pas dans les choses auxquelles voilà, que je n'aime pas et qui sont évidemment, des gros émetteurs de carbone. Ça, maintenant, les banques, les systèmes, enfin, tout le système de régulation fait qu'on peut avoir cette information et c'est très demandé par ceux qui investissent. Du coup, on peut avoir l'info et on peut, écarter les investissements qui émettent pas mal de CO2. Et c'est quoi un projet dans lequel tu crois? Tu nous as dit que tu avais ton critère, c'était l'équipe et un projet dans lequel tu crois. C'est là, c'est quand les fondateurs m'ont convaincu. Ouais, mais là, il faut pas seulement qu'il soit beau parleur, enfin convaincu dans quel sens? Ouais, mais dans le sens où,
On dit souvent qu'il faut investir uniquement dans ce qu'on comprend. Bon, c'est vrai, et puis c'est pas forcément vrai. Je pense qu'il faut aussi. En fait, le truc, c'est que souvent, la valeur qu'on apporte dans une industrie, c'est dû à la capacité de comprendre l'industrie et de voir quels sont les éléments de cette industrie qui sont grippés là où, en fait, on pourrait changer une pièce pour que ça marche mieux. Et, et on peut pas connaître toutes les industries. Donc, faire confiance à une équipe, ça permet de se dire, OK, lui, il va être assez malin, assez intelligent, ou elle va être assez curieuse pour comprendre là où elle peut apporter de la valeur, là où l'entreprise peut vraiment se placer, comprendre le marché. Donc ça, je peux pas non plus comprendre sur tout. Donc je suis loin de comprendre toutes les industries dans lesquelles j'investis. Par contre, ce qui est intéressant, moi, à titre personnel, c'est que justement, ça me permet de comprendre certains trucs. Donc on dit là, je rejoins ce que tu dis, je veux dire, sérieusement, un bon vendeur, c'est pas quelqu'un qui va vendre justement, un frigidaire à des esquimaux, mais un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va vendre de la valeur et je pense qu'arriver à convaincre, plus tu vends de la valeur, plus tu résous, un problème évident, il est facile de convaincre et je pense que toi, tu te laisses, entre guillemets, tu es sensible à ça. Je veux dire, enfin, quand tu dis convaincre, c'est voilà, tu sens que la personne, elle va apporter de la valeur quelque part, quoi. Je suis très sensible aux personnes qui essayent de résoudre des problèmes de fond de manière ambitieuse. Donc si on revient sur Agricool, c'est vraiment un problème majeur. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on ne peut pas nourrir comme on nourrit aujourd'hui les pays les plus avancés, comme en Europe, aux US. On peut pas nourrir l'intégralité de la terre comme ça. C'est juste pas possible. Mécaniquement, c'est pas possible. Il n'y a pas assez de terre pour cultiver. La façon de cultiver a un peu évolué dans les dernières années, dans les 100 dernières années, évidemment. Mais on n'a pas non plus chez x10, quoi. Et on utilise des surfaces qui sont monstrueuses pour cultiver, simplement parce qu'on cultive en 2D, quoi. On cultive à plat et on cultive dans un substrat qui est le moins pire pour les fruits et légumes, mais qui est pas forcément non plus génial. Et donc on peut tout à fait inventer des systèmes. Guillaume parle de paradis du fruit ou paradis du légume, où en fait les fruits et légumes poussent beaucoup mieux avec 10 fois moins d'eau, 100 fois moins de surface, pas de pesticides. Enfin, je veux dire, pour moi, je comprends même pas que ce soit pas un problème qui essaie de résoudre tout le monde, en fait. Et pour moi, j'adore ce genre de sujet où en fait le problème il est évident. L'approche elle est aussi en fait logique. Tout est logique dans le truc, c'est une continuité. La question, c'est juste de le faire, en fait. C'est Super. souvent ça, hein. Super. Sans vouloir, me répéter et te faire répéter, on a eu tes critères d'un point de vue, investisseur. Quels conseils tu donnerais aux personnes justement qui se présentent devant toi? Enfin, j'imagine que c'est pas une salle de classe, mais voilà, on imagine, ils se présentent devant toi, quels conseils tu donnerais aujourd'hui pour, les personnes qui veulent lever des fonds et qui amèneraient un projet et qui voudraient justement obtenir, quelque chose, pas de toi, hein, d'un business angel, hein, pas de toi en particulier, hein. Je veux pas que tout le monde t'appelle demain pour Non, mais avec plaisir. Non, mais c'est 2 choses assez différentes de convaincre un business angel et de convaincre un investisseur professionnel. Ce sont d'accord. des choses, Bon, bah, déjà, c'est à différents moments de la vie de l'entreprise. On va pas convaincre des business angels une fois que la boîte coûte très cher et juste pour qu'il ait un pouillème de l'entreprise. Donc souvent, on contacte des business angels en amont, enfin au début du projet, et puis on contacte des investisseurs professionnels ensuite. Et donc, généralement, des business angels se laissent convaincre par, par des choses qu'ils comprennent, qu'ils connaissent ou sur lesquelles ils ont envie qu'ils ont envie de comprendre. Souvent, c'est souvent ça. En tout cas, c'est mon cas. Donc moi, j'investis dans des gens qui ont des problèmes relativement simples, qu'ils essayent de solutionner avec de manière relativement simple, et par contre, avec beaucoup d'ambition. enfin, je rejoins, j'ai écouté, enfin, je connais un peu du coup ton parcours en ayant écouté un petit peu, on en a peut-être moins parlé ici, mais voilà, c'est une de tes caractéristiques, un de tes traits de caractère. Tu es quelqu'un qui a de l'ambition, qui a toujours essayé de voir un peu grand. Donc indirectement, tu te projettes un peu dans la personne qui va venir ou dans le projet qui t'est proposé. Tu te projettes, enfin, tu essayes de justement de dire: «Voilà, moi, mes facteurs de réussite, ça a été justement d'être ambitieux» et du coup, Oui, mais parce que c'est ça, mais c'est mon monde, c'est ouais, l'écosystème aussi, c'est l'écosystème.
start-up. Il n'y a pas de start-up ambitieuse. Sinon, c'est pas une start-up. Et c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas du tout, encore une fois, comme tu disais, c'est pas un jugement de valeur. Il y a des entreprises qui sont faites et à partir du jour 1, elles sont rentables. Et ben très bien, c'est super. Demain, tu fais une boulangerie, une boucherie, elle sera rentable, sera efficace, ça marche bien, tu vas générer un revenu et c'est génial. Bon, mais ce genre de business-là n'a pas besoin d'investisseurs qui vont prendre des risques. Moi, je suis dans un modèle et un écosystème où on va essayer de prendre le maximum de risques pour résoudre le plus gros problème possible à l'échelle mondiale et apporter le plus de valeur possible. Donc, c'est juste une question de dans quel monde on évolue. Mon monde, c'est celui-là. OK. J'ai encore quelques questions, mais quand même les poser parce que quand on a un invité, de ce calibre-là, voilà. Ah oui, j'avais dit, Jean-Daniel aime bien quand il passe de la pommade, on m'avait dit ça en off, je sais pas. C'est pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout au début de l'émission, pour ceux qui vont nous écouter, tu as parlé de chance et moi, c'était une question qui m'était venue parce que des gens qui ont des projets comme les tiens, à la base, il y en a beaucoup et je me suis dit: «Mais merde, à un moment donné, il a eu un fantastique coup de bol quand même, Jean-Daniel». Non? Ouais, ouais. Ouais, tu le reconnais, mais est-ce Oui, qu'aussi mais c'est très fou de ne pas le reconnaître. il y a un alignement des C étoiles, mais il y a eu aussi un facteur X, tu penses? Il y a eu un truc qui a fait que Il y a une partie de chance dans tout projet, il y a une partie de chance dans toute rencontre sportive, dans la vie de manière générale. Il y a toujours une partie de chance, et nous, on en a eu beaucoup. Comme je t'ai dit, on n'a pas forcément bien réfléchi. Aujourd'hui, si sur Memo, enfin, c'est un projet qui est réfléchi. On a analysé le marché, on sait ce qu'on fait. On est beaucoup plus rigoureux qu'on aurait pu l'être sur Captain. Hem, et donc forcément, il y a une partie de chance, il y a une grosse partie de chance dans tout projet. On a rencontré les bonnes personnes. On était au bon moment, on a eu des réflexions qui étaient pas forcément très intelligentes, mais elles ont quand même fonctionné. Par exemple, on est rentré sur un marché uniquement parce que le marché s'ouvrait. Donc le 5 février 2009, le marché de la billetterie ferroviaire s'est ouvert suite à une décision de l'autorité de la concurrence, un truc qui a été démarré en 2002, donc 7 ans après. Nous, on arrive ce jour-là, on lit le truc dans le monde et on se dit: «Bah, allez, on démarre le projet». Heu on aurait pu tomber sur une autre idée, quoi. C'est juste que voilà, et on s'est dit: si le marché s'ouvre, c'est qu'il y a un marché. C'est pas du tout logique, ça a pas de sens. C'est pas parce qu'un marché s'ouvre qu'il y a un marché. Il restait un gros monopole et tout, mais on y est quand même allé. On n'a pas trop réfléchi. Donc oui, il y a une partie de chance d'avoir pris pas forcément les bonnes décisions, mais que ça ait marché quand même, quoi. mais c'est marrant ce que tu dis parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. À un moment donné, c'est quand même contre-intuitif parce qu'on dit toujours, en marketing, si tu pitches, déjà, tu peux pitcher parce que si tu es tout seul à avoir l'idée, c'est qu'il y a un loup quelque part, à un moment donné. Alors on n'était pas les seuls à avoir l'idée. Mais pareil, on a eu de la chance que tous les autres soient médiocres, quoi. Ouais, et est-ce que des fois, vous avez eu envie d'abandonner? Ça vous a traversé Est-ce que des Non. fois ça vous a traversé l'esprit? Non, on n'a jamais eu vraiment de doute. On n'est pas, je pense que c'est pas notre état d'esprit d'avoir des doutes. On fonce beaucoup. On est des fonceurs, je pense, et on n'a pas de. C'est une qualité et un gros défaut aussi. Donc on s'est jamais dit qu'on allait échouer en fait. Peut-être, oui. Peut-être, et puis oui, oui jusqu'au bout quoi, jusqu'à la dernière seconde. Je me rappelle alors maintenant lever des fonds, c'est un peu plus simple. On a des gens qui lèvent des fonds même quand ils n'ont pas besoin. On a des gens qui lèvent des fonds pour avoir 3 ans ou 4 ans de run rate. Nous nous on levait des fonds parce que, bah, le mois d'après en fait, on n'avait plus d'argent dans les caisses et et c'était pas la même époque, c'était plus dur de lever, on était sur un projet qui était pas forcément évident avec beaucoup d'ambition. Mais on n'a jamais, voilà, on s'est dit: «Oui, bah, ça peut échouer». On n'est pas fou non plus, mais on a toujours cru un peu, on a toujours foncé un peu tête baissée, quoi. Et justement par rapport à ça, une question qui m'était quand j'ai préparé l'émission, quel regard avec, ouais, enfin, quel regard tu portes aujourd'hui sur le parcours
de tes amis ingénieurs, enfin on se connaît un petit peu, tu as un groupe d'amis qui a fait un peu la même école que toi, la même promotion que toi. Quel regard tu portes sur leur parcours à eux justement et sur ce qu'ils font au quotidien dans des jobs peut-être beaucoup plus classiques? Heu, Ouais, je sais pas si, moi je considère pas que j'ai un parcours, qui soit, chacun son métier quoi, et chacun, suit un peu ses passions et ses envies. Moi, mon envie, c'était d'entreprendre, mais ça aurait pu être, autre chose et j'ai pas eux n'ont pas un parcours classique versus moi qui ai un parcours, alors c'est sûr qu'il y a sûrement moins d'entrepreneurs, mais il y a des ingénieurs qui font des choses extrêmement spécialisées aussi, où ils sont uniques, quasiment au monde parfois. Et donc, d'une certaine façon, ils n'ont pas un parcours classique, même s'ils sont dans une grosse entreprise, ou autre. Hem, j'ai pas un reg j'ai voilà, donc c'est ça un peu ma position. Chacun fait selon ses envies. C'est vrai qu'il y a une sorte de moule quand même, hein, dans une école d'ingénieur, hein. Il y a un moule qui est alors en tout cas à notre époque, je sais pas si ça a changé, à mon avis pas énormément, mais à notre époque, quand on sortait, la voie classique, c'était: je vais dans une grande entreprise, je vais chez Renault, je vais chez Total, je vais dans le truc le plus gros possible et puis, on nous disait: «Bon, bah, alors en fait, votre, but du jeu, c'est tous les 2 ans, il va falloir gravir un échelon. Si vous passez plus de 3 ans dans un poste, c'est qu'il y a un problème. Et puis petit à petit, vous allez jouer avec la concurrence et vous allez monter, monter, monter comme ça, monter en salaire, monter. Il y avait une sorte de voie évidente et logique et que tout le monde devait emprunter, qui était la voie du management, où le but du jeu, c'est je vais petit à petit dans ma carrière manager le plus de gens possible et c'est ça qui va faire que j'aurai le plus de médailles sur mon torse, quoi. Et non, en fait, on se rend compte très vite dans le monde professionnel qu'il y a plein d'autres voies, il y a des voies de spécialisation. Il y a des gens, je pense par exemple à l'industrie du jeu vidéo, où il y a des gens qui sont extrêmement pointus, qui passent toute leur carrière à être les plus pointus possibles, qui managent personne de leur vie, mais qui sont des rockstars, qui sont, que tout le monde s'arrache, dans le monde entier, parce qu'ils maîtrisent un truc que personne d'autre ne sait faire. Alors on a des gens qui vont faire de l'entrepreneuriat, on a des personnes qui aiment le management, on a des personnes qui aiment le management de beaucoup de monde, il y en a qui aiment le management de quelques personnes, il y en a qui aiment d'être dans des petites boîtes, d'autres dans des grandes. Hem et c'est surtout ça, moi je pense que j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça, et pas qu'on le découvre, mais donc il y a pas forcément de jugement par rapport à la carrière des uns des autres. Je trouve que tout le monde à un moment arrive à suivre sa voie. Et c'est assez marrant de voir qu'on a des carrières finalement assez différentes et qu'on peut comparer, on peut en rire beaucoup. Donc c'est surtout ça qui, je pense, nous rapproche sur le plan professionnel, c'est que tout le monde est capable de se moquer de tout le monde, dans sa propre activité, quoi. ah puis il y en a, ils finissent animateurs de podcast, Et hein, ouais, je veux dire. voilà. Est-ce que justement, à ton niveau, tu fais un peu attention à ton image et à ce que tu dis? Bon, là, évidemment, tu t'es énormément préparé, parce qu'on a des millions d'auditeurs, Ça fait une semaine que je suis donc sur il a le fallu c'est vrai, mais sur le podcast. Je m'entraîne physiquement. Mmh. ouais, bah, il faut, tu as fait tes gammes, tu t'es appris ah non, mais blague à part, je t'entends dans les interviews par rapport à ta présentation de ton entreprise, par rapport à toi. Est-ce que tu t'es déjà défini un petit, tu as une espèce de storyline que tu essayes de est-ce que tu t'entraînes à pitcher? Est-ce que tu fais attention à ton image maintenant, à ce que tu vas dire, les impacts que ça peut avoir sur ta société et cetera? Je fais attention à ce que je dis, à mon image, pas trop, c'est pas ça m'intéresse pas trop, mais par contre, effectivement, à ce que je dis, c'est on se rend compte au fur et à mesure, heu, enfin, avec l'expérience et avec aussi ma position de fondateur, qui est une position assez spécifique dans une entreprise, que tout peut être interprété, de diverses manières. Ça peut être, bien interprété, mal interprété, complètement, interprété de manière complètement différente de ce qu'on voulait dire. Donc effectivement, je fais attention, désormais à ce que je dis. Je vais pas, je fais attention à qui je parle, en fait, tout simplement, mais c'est juste de la communication de base. Je vais pas faire une blague, toute mon équipe comme je vais faire une blague à mes potes, quoi. Et ça a pu m'arriver mais ça fonctionne pas. Il faut effectivement forcément adapter
ta communication à qui on parle. Après, je suis pas vraiment pour les communications extrêmement organisées. Donc, j'ai aussi travaillé de fait dans une entreprise qui nous a racheté, où il y avait beaucoup plus de monde et on faisait beaucoup plus attention à ce qu'on allait dire. Il y avait des messages précis, des choses qu'il fallait dire, des choses qu'il fallait pas dire, parce que on était c'est comme ça que ça fonctionnait dans cette entreprise-là, qui était assez ancienne. Moi, je suis pas trop dans ce mode-là, donc j'essaie quand même d'être un peu plus naturel, de pas trop préparer les choses justement, et d'essayer de comprendre plutôt la question qui m'a été posée, plutôt que de placer mon message à tout prix, peu importe la question. Donc mais oui, oui, on fait forcément attention à ce qu'on dit, oui. OK. Enfin, comme convenu, j'enverrai la bande de l'épisode pour la faire relire par tes conseillers avant de Voilà. diffuser. On ira barrer et effacer tout ce que C'est la ça, moitié de l'épisode. la grande la grande muette. 2 petites questions pour finir, mais peut-être des grandes réponses, j'en sais rien. La 1re, tu nous as dit un des facteurs qui a fait la un des conseils que tu donnerais aux jeunes, c'est d'aller un peu mettre les mains dans le cambouis, de faire plein de métiers et cetera. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait un petit peu, ce qui t'a façonné en tant qu'individu. Tu as Mmh mh. des enfants auxquels tu peux tout donner. Ils vont avoir peut-être, la possibilité de tout avoir. Comment justement tu fais pour retransmettre cette, valeur travail, cette valeur de voilà, est-ce que tu penses à ça? Est-ce que c'est des choses qui te J'y pense. Après, on fera le bilan, dans 20 ans, hein. Pour l'instant, ils sont encore un peu ouais. petits. On va Non mais moi, je te dis ça parce que même moi, moi aussi, hein, j'ai 2 enfants et à chaque fois que je fais quelque chose, j'essaye de réfléchir aux possibles conséquences et à un moment, je me suis dit: «Bah, en fait, je crois pas, en fait. Je crois que quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de te prendre trop la tête avec ça». Mais peut-être que toi, tu as justement, je te pose la question innocemment, peut-être que tu as une autre vision du sujet, hein, mais je suis assez persuadé que ça viendra et qu'il faut faire ses erreurs. Enfin, je sais pas, moi, j'ai vraiment, toujours travaillé, enfin toujours vécu en mode, erreur, et voilà, on se prend des claques, on se prend des portes, on fait des bêtises, on pense des trucs, de et on est sûr que c'est la vérité et puis en fait, on se rend compte qu'on a été un parfait abruti. Donc j'ai plutôt cette attitude-là, eu toujours cette attitude-là dans ma vie et j'ai plutôt envie de transmettre ça en fait, de se dire, heu, finalement je dirais pas que je me suis débrouillé par moi-même, mais j'ai fait mes propres choix et certains choix étaient bons, certains choix étaient mauvais et j'ai toujours, su ou en tout cas essayé de réaliser, que mes choix étaient mauvais quand ils étaient mauvais. Et c'est pas, donc j'ai plus une éducation moi personnellement de liberté par rapport à ça, et j'essaie plutôt d'être dans ce mode-là avec mes enfants. ils savent pas encore qu'ils vont devoir aller pousser des chariots de pruneaux l'été dans quelques années. Ça, tu leur as pas dit encore? Ah non, pas encore, mais ils le feront, ça c'est à peu près sûr, ouais. Dernière question que je la pose à tous les invités. Qu'est-ce qui te fait encore rêver et qui te fait lever le matin justement? Professionnellement parlant ou personnellement parlant, mais Plusieurs choses, l'ambition, je pense, changer quelque chose de grand, essayer d'avoir une sorte de les Américains disent, dent in the universe. Bon, c'est peut-être pas aller jusqu'à là, parce qu'ils sont souvent un peu mégalos, mais au moins d'avoir un petit effet, quoi. Se dire, voilà, moi j'ai un peu modifié, donc je me dis que j'ai un peu modifié, par exemple, la façon dont l'industrie ferroviaire fonctionnait. Est-ce que je vais arriver à faire fonctionner de manière un tout petit peu différente l'industrie financière? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et enfin, je suis content quand je me lève le matin de me dire qu'on fait un truc qui va dans ce sens. Travailler aussi avec des gens, brillants, ça évidemment, peut-être un poncif, mais c'est quand même, une joie au non, jour le j'entends. jour, quoi. Dire: «Ah, je travaille avec des gens qui sont tellement compétents, tellement meilleurs que moi, qui font avancer les sujets et en plus qui sont sympas, avec qui, vraiment j'ai du plaisir à travailler». Ah bah, c'est ouais, ça c'est un vrai gros plaisir.
OK, eh ben, écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Je te remercie beaucoup pour ta dispo, pour ta participation. J'espère que tu as passé un bon moment. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, je donne rendez-vous aux auditeurs pour le prochain épisode. Merci Jean-Daniel. Merci beaucoup Mathieu. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.